Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire le bilan de 2020, autant pour les flops que pour les tops, et aussi mes nouvelles résolutions de l'année 2021 au niveau livresque et un peu pour YouTube aussi. Alors déjà au niveau du bilan de 2020, il faut savoir que cette année, avec le Covid etc, j'ai eu plus de temps pour lire, donc j'ai pu complètement exploser mon record de nombre de livres lus dans l'année puisque j'ai dépassé les 100 livres, ça y est, c'est un palier que je n'avais jamais atteint et ça équivaut à peu près à 36 000 pages, j'ai regardé sur Livre Addict, donc c'est juste énorme, on se rend pas compte pendant l'année, même quand on lit plusieurs livres dans la semaine, on se rend pas compte à quel point c'est énorme, mais au bout du compte ça fait quand même beaucoup, donc ça c'est super cool. Et du coup au niveau des genres, on a en tout premier la jeunesse, sachant que sur Livre Addict la jeunesse elle est très souvent mise sur les livres, mais sachant que c'est pas forcément l'attribut principal, le genre principal du livre, donc bon, à prendre avec des pincettes. Ensuite on a le contemporain, puis la fantasy, donc ça c'est vraiment un genre qu'avant je ne lisais que très peu et c'est un peu ma révélation de cette année 2020. Voilà, la fantasy, je pense que c'est devenu mon genre préféré maintenant, donc d'ailleurs j'espère et je pense que en 2021 on aura la fantasy en première place, il y a de grandes chances. Et en dernière position nous avons la romance, voilà, c'est les 4 genres littéraire que j'ai lu le plus cette année 2020. Et bien écoutez, maintenant ce que je vous propose c'est qu'on passe au top flop de l'année 2020 et on terminera avec mes résolutions. Et on commence avec le mauvais pour finir sur le bon. Donc je vais vous présenter 5 flops et 5 tops vraiment qui m'ont marqué cette année. Au niveau des flops, je ne vais pas m'éterniser parce que le but ce n'est pas de descendre complètement des livres que certains ont aimé en plus. Donc vraiment c'est pas l'intérêt, c'est juste mon top flop personnel, et en plus c'est des livres dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, donc je vais être très concise pour les flops. Donc tout d'abord il y avait eu Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven qui avait été un coup de cœur pour certains, mais pour moi ça a été un réel flop. Pourquoi? Parce que je ne m'étais pas du tout attachée à ces deux personnages qui sont extrêmement mal, qui ont des problèmes mentaux tous les deux, qui voilà, ça tourne autour du suicide, hein, donc c'est une histoire assez difficile à lire. Mais pourtant, moi qui aime beaucoup les livres justement qui abordent des sujets assez délicats, là je ne me suis pas du tout attachée aux personnages, je n'ai même pas eu de la peine, parce que forcément il leur arrive des choses pas très drôles, donc ça prouve bien que les personnages pour moi n'étaient pas assez fouillés, c'était le gros point noir de cette histoire. J'ai plus préféré voilà, le côté découverte, le côté voyage qu'il y a dans cette histoire que les personnages eux-mêmes, et ça c'est vraiment dommage. On enchaîne avec le tome 3 de Angel Fall de Susan Ii, qui lui a été un véritable flop, peut-être même le plus gros de l'année, tout simplement parce que je n'ai rien aimé. Et c'est extrêmement rare, je crois même que c'est la première fois que ça m'est arrivé, puisque là, idem que pour Tous nos jours parfaits, je n'ai pas du tout aimé les personnages. L'héroïne principale, je la trouvais plus qu'agaçante. Le héros principal, il a plus d'attrait pour son physique que pour sa personnalité, je l'ai pas trouvé spécialement intéressant. Les personnages secondaires pareil, je n'ai pas aimé le traitement des anges dans cette histoire aussi. Alors bon, est-ce que c'est parce que je ne suis pas très fan de surnaturel, je ne sais pas, mais je sais pas, ça collait pas, l'histoire ne m'intéressait pas des masses non plus, j'étais pas happée si vous voulez. Il y a vraiment des histoires où on a sans arrêt envie de connaître la suite, et là c'était pas du tout le cas, j'avais juste envie de terminer pour en finir. Donc voilà, malheureusement ce fut un flop. Ensuite je vais vous parler de Midnight Blue de L.J. Chen, qui était une romance qui était un petit peu censée me remettre dans le bain des romances. J'en avais envie à ce moment là et oh mon dieu quel flop. Comment vous dire, c'était vraiment une histoire pour moi qui n'était pas saine. Pas saine du tout. Alors il y en a qui existent et qui sont assez bien, je pense notamment à After que moi j'ai bien aimé et pourtant c'est loin d'être sain, mais honnêtement celle-là j'ai trouvé qu'il y avait un gros problème de consentement déjà, et c'est le gros point noir également pour cette histoire, puisque voilà, on a un personnage masculin littéralement qui court après cette pauvre jeune fille qui est notre héroïne, mais toujours de manière à lui dire que de toute façon elle va craquer, de toute façon voilà, elle ne tiendra pas parce que lui est trop beau, etc. Et ça m'a énervée, et elle
J'ai trouvé extrêmement naïf de tomber dans ce panneau là, parce que vraiment on a une héroïne qui à première vue a des principes et qui ne veut pas se laisser faire, et finalement elle est absolument pas mieux que les autres, donc vraiment je me suis pas attachée au personnage pour ça. Et deuxième point négatif de cette histoire, c'était que normalement c'était censé tourner autour de la musique, puisque le héros principal est une star du rock, et j'ai pas du tout trouvé l'univers assez présent, et pourtant vraiment j'adore ce genre d'univers et j'en attendais beaucoup, donc je suis assez déçue parce que finalement on n'en a pas vu beaucoup des backstage, voilà, de la scène. De la création de musique, oui, on a une petite chanson qui a été écrite vite fait par terre dans le couloir d'un hôtel, mais franchement, je sais pas, j'ai été déçue, ouais. Ça aurait pu être beaucoup mieux pour un thème comme ça. Passons maintenant à La Maison des Morts de Sarah Pinborough, dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un vlog. Un livre également qui m'intriguait énormément de par son sujet, puisqu'on avait voilà, des enfants dans un espèce de manoir. On savait qu'ils étaient malades et que des enfants montaient dans le sanatorium et ne redescendaient jamais. Donc on sait qu'il y a un énorme secret derrière cette maison finalement, et on ne le découvre jamais. Voilà, donc on a de l'espoir pendant 400 pages d'avoir des révélations sur cette maladie, qu'est-ce qu'il se passe dans ce sanatorium là-haut, et finalement on ne le sait jamais. On ne suit qu'une bande d'adolescents qui font leur vie dans ce manoir, et c'est tout. Donc assez déçue par... voilà, les promesses n'étaient pas respectées, j'ai trouvé. Et enfin Cruel de Kat Clarke, qui à l'image de La Maison des Morts a été une grosse déception pour moi, tout simplement pour le dénouement, puisque voilà, de même on avait pendant tout le roman une histoire d'ado, on rembobine, on sait qu'il s'est passé quelque chose d'horrible puisque c'est un thriller ado, donc on sait qu'il y a eu quelque chose d'horrible qui s'est passé, et voilà, on sait qu'on va rembobiner pour savoir les faits, comment, qui a fait quoi et qu'est-ce qui s'est vraiment passé, et évidemment on s'attend à des révélations de fou à la fin, et finalement les révélations ne sont passées complètement sous le nez, du moins c'était vraiment pas des choses auxquelles on ne s'attendait pas, c'était une fin prévisible et pas du tout incroyable, donc j'ai été assez déçue parce qu'en plus c'était mon premier Kat Clarke, et je sais qu'il y a des booktubeuses qui adorent vraiment cette autrice, mais moi ça le fait pas du tout, donc je suis déçue parce que certes c'était facile à lire, le style était pas mal, mais sinon l'histoire en elle-même, franchement j'ai trouvé ça assez plat, donc un peu déçue. Voilà, c'est tout pour le négatif. On va enfin pouvoir passer aux choses positives, puisque je vais vous présenter 5 de mes tops. Il n'y a pas forcément de classement parce que j'ai eu vraiment de très très gros coups de cœur cette année et que je ne saurais partager. Donc je vous les présente un peu dans le désordre comme ils me viennent. D'abord devant moi j'ai le tome 1 du Sorceleur, du moins le tome double, donc 1 et 2 chez France Loisirs de Andrzej Sapkowski. Donc ça c'est un roman que je voulais lire depuis très longtemps, puisque j'ai vu la série en janvier dernier, puisque c'était à ce moment là qu'elle était sortie. J'ai juste adoré l'univers, je connais aussi le jeu vidéo, du moins le dernier, et j'ai adoré la version roman. Je crois même que des 3 adaptations c'est vraiment ce que j'ai préféré, et c'est vraiment la base puisque c'est de ça qu'est parti, que sont parties toutes les adaptations. L'univers est original, super complexe, super riche, les personnages sont vraiment incroyablement travaillés. On a le personnage principal de Geralt qui lui est extrêmement attachant, puisque c'est un mutant qui a été du coup créé pour chasser les monstres dans les villes et les villages, et donc il est payé pour ça. Et étant un mutant, il n'est pas censé ressentir des émotions humaines, mais on va vite se rendre compte qu'il est beaucoup plus humain que certains autres humains. On va aussi croiser la route de Yennefer, sa sorcière bien aimée si je puis dire, l'incroyable et drôlissime Jasquier, et tous les autres personnages secondaires, vous verrez il y en a énormément, mais pour une fois, contrairement aux autres série du même genre, voilà, fantasy pure et dure, où il y a énormément de personnages, ça ne m'a pas dérangé. J'ai trouvé que c'était assez clair, et on a des personnages qui sont assez récurrents quand même, et on s'y retrouve bien, donc ça c'est plutôt un bon point
malgré cet univers qui peut être un petit peu déstabilisant de par sa richesse. Et ça justement, je trouve que c'est exactement l'exemple qui montre que j'ai changé de genre littéraire préféré, parce que ce genre de livre qui est donc de la fantasy pure, on va dire, à la Game of Thrones, eh ben ça m'a énormément plu, mais je sais qu'à une période ça n'aurait pas fait du tout, ça aurait été beaucoup trop dur à digérer, beaucoup trop complexe, beaucoup trop d'action en même temps, et là j'ai juste adoré. En plus ces 2 premiers tomes sont écrits sous la forme de nouvelles, donc on va suivre voilà Geralt qui va faire une quête ou faire une mission qu'on lui a confiée, et voilà, ça va durer une trentaine ou maximum 50 pages et on va passer à une autre quête, voilà. Donc on a pas mal d'ellipses et finalement j'ai trouvé que c'était génial parce que ça faisait comme un conte, mais voilà, vraiment sombre et très adulte, hein, puisque évidemment avec ces histoires de monstres on est dans un univers très violent, mais ça ne nous empêche pas de nous plonger super facilement dans cette histoire qui est vraiment incroyable, et j'ai vraiment hâte de lire la suite dans cette année 2021, je l'espère. Ensuite je vais vous présenter un livre dont je vous ai parlé dans une vidéo dédiée, donc vous savez sûrement de quoi je parle. C'est la série Sœurs de sang de Nikki Paopreto, qui a été un immense coup de cœur malgré le gros bébé que c'est, parce que ça c'est le tome 2 mais le premier tome était tout aussi gros. Et waouh, quelle histoire! On est dans de la fantasy également, mais plutôt young adulte cette fois, avec voilà des phénix. On a une histoire d'apprentissage dans une école, un peu à la Harry Potter également. Un contexte historique très riche avec beaucoup de monarques, de rois, de reines, de guerriers dont on va nous parler et qui vont un petit peu se mélanger dans le présent, dans le futur et retourner peut-être dans le passé. En tout cas, c'est un incroyable mélange avec 2 personnages tout aussi incroyables les uns que les autres. J'ai adoré les 3 personnages principaux qu'on va suivre tour à tour, notamment évidemment Veronica qui est une future dresseuse de phénix et qui veut renverser le pouvoir en place à l'aide de ses amis les guerriers ainsi que les phénix, et c'est vraiment une histoire incroyable qui se lit extrêmement vite, c'est vraiment addictif. Là pour le coup c'était extrêmement rare pour moi de lire un bouquin en 2-3 jours comme ça, et là c'était le cas parce que vraiment c'était écrit d'une manière, on ne pouvait pas s'empêcher de continuer. Et alors la révélation de la fin, mamma mia, je ne vous en parle même pas, foncez. Ensuite, autre série dont je vous avais parlé également dans une vidéo dédiée, la série des romans graphiques Heartstopper de Alice Oseman, qui était juste une grosse boule d'amour. C'était waouh, là pour le coup j'ai tout lu en une soirée, mais évidemment c'est beaucoup plus court que des romans classiques. Mais quelle claque, honnêtement je pensais juste passer un bon petit moment. Vous savez, comme les romances me font passer, c'est jamais des coups de cœur, c'est jamais incroyable, ça fait passer un bon moment, c'est facile à lire. Et bien là ça a été vraiment un immense coup de cœur, puisque les personnages étaient tellement attendrissants, tellement vrais et tellement travaillés, dans le sens où on avait vraiment l'impression d'avoir des personnages avec de la profondeur, et ça c'est agréable et c'est une prouesse dans des romans aussi courts et avec énormément d'illustrations, donc forcément très peu de texte. Et c'est vrai que là les illustrations parlaient d'elles-mêmes, je trouvais que c'était voilà tellement bien retranscrit, les émotions, les visages. En fait je crois tout simplement que je n'ai jamais lu un livre avec un effet aussi apaisant. Je me souviens l'avoir lu dans un moment où je n'étais pas au mieux de ma forme et ça m'avait fait un bien fou, vraiment. C'est impossible d'être insensible devant tout l'amour voilà, qui se dégage de cette série. Et évidemment ça va parler donc de relations amoureuses entre des adolescents, mais aussi de beaucoup de sujets d'actualité et assez tabous, mais qui se libèrent au fur et à mesure actuellement, donc notamment l'homosexualité, les troubles du comportement alimentaire, on avait la transidentité, enfin il y avait, bon ça tourne beaucoup quand même autour de l'identité sexuelle, mais pas que, et justement je trouve que c'est génial qu'on y incorpore ce genre de sujet dans ce genre de série, notamment voilà avec quelque chose de très graphique, donc de très simple on va dire, de très vrai, voilà, puisque c'est vrai que ce genre de sujet on n'a pas envie de lire des explications très rationnelles, très sérieuses, alors que en voyant la simplicité et la sincérité qui se dégagent des personnages en général, de par leurs gestes, de par leurs paroles, c'est juste
beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus réaliste. Et c'est beaucoup plus facile pour nous de nous mettre à leur place, de comprendre leurs réflexions, de comprendre leur quotidien. Et voilà, c'est une vraie leçon de vie en fait. Ce sont des romans d'intérêt public déjà à titre d'information, et en plus de ça, ça vous fait passer un moment juste trop mignon. Ensuite, je vais vous présenter un tome 1 que tout le monde a lu et que tout le monde a adoré, et ça a été le cas également pour moi puisque c'est le tome 1 de A Court of Thorns and Roses de Sarah J Maas, donc un palais d'épines et de roses. Alors, j'ai été très sceptique parce que comme vous le savez, dès qu'il y a trop de hype autour d'un livre, ça ne me donne pas du tout envie de le lire, et après j'ai des attentes juste beaucoup trop hautes et après je suis forcément déçue. Et bien ça n'a pas été le cas avec celui-ci, même si c'était assez mal parti. Pour être honnête, la grande moitié du roman c'était assez long pour moi, assez fastidieux. J'ai trouvé qu'il ne se passait pas grand chose, et puis alors à la deuxième moitié ça a complètement rattrapé tout mon avis puisque toute l'action est arrivée mais d'un seul coup, et c'était tellement intense, tellement addictif que je ne pouvais que adorer cette fin. Waouh, vraiment une énorme bombe, et on m'a dit que le tome 2 était encore meilleur, donc ça me fait peur en fait. Je me dis comment ça peut être meilleur que ça, et voilà, j'ai entendu des choses sur les personnages qui me font penser que je vais drastiquement changer d'avis à leur sujet, donc ça me fait peur et en même temps j'ai trop envie de savoir. Mais franchement, très belle découverte. Je pense le lire en VF aussi assez rapidement pour pouvoir continuer le tome 2, pour être sûre d'avoir bien compris toutes les subtilités. Petite indication, j'ai trouvé quand même que l'anglais était assez difficile dans ce livre, puisque là c'est de la fantasy, ça a beau être classé en young adulte, le vocabulaire utilisé est quand même très riche. Donc c'est difficile pour le coup de se plonger dedans, on va dire sans penser à la langue pour une fois. Je crois que c'est la première fois où vraiment j'avais du mal à rentrer dedans au début, surtout puisque voilà, le vocabulaire très compliqué j'ai trouvé. Mais bon, on finit par en venir à bout. Je crois que j'ai dû mettre 2 ou 3 mois à le lire en entier. Bon voilà, évidemment le côté longueur du début n'a pas aidé, donc j'avais pas forcément envie de le sortir très souvent. Mais écoutez, comme je vous dis, la fin a absolument tout rattrapé pour moi, et j'ai adoré également l'univers des Fae puisque je n'avais pas lu beaucoup de livres avec ces créatures là, et j'ai vraiment beaucoup aimé. On sent un petit peu la tension monter entre toutes les cours, la cour du printemps, la cour de la nuit, tout ça, bon, il y en a tout un tas, et du coup ça me donne vraiment l'impression que ce roman est une grosse introduction à l'univers, puisqu'effectivement il ne se passe pas grand chose avant la fin. Et on a juste voilà cette introduction, l'explication de toutes les cours, les personnages, Fer qui va complètement changer d'univers, Fer notre héroïne, et du coup ça nous explique énormément de choses plus que ça nous montre des choses. Donc voilà, maintenant que j'ai bien compris les bases de cet univers, j'ai hâte de continuer et de découvrir ce tome 2 dont tout le monde me parle. Et enfin mon dernier coup de cœur de l'année, c'est la série Illuminae de Jay Kristoff et Amy Kaufman. Alors là je vous montre le tome 2, mais autant le tome 1 que le tome 2 ont été d'immenses coups de cœur pour moi. C'était une claque, vraiment une claque. C'est-à-dire que après les avoir lus, j'y pensais vraiment pendant toute la semaine. Je me disais waouh, c'est vrai qu'il s'est passé ça, comment... Vraiment ça nous retourne le cerveau. Alors là on est dans de la science-fiction, encore une fois pas du tout mon genre de prédilection, et pourtant pareil, je crois que ça va me donner envie de continuer sur ma lancée dans la science-fiction, parce que qu'est-ce que c'était bien fait. Je veux dire, mis à part le côté espace qui ne m'attirait pas beaucoup, je veux dire l'intrigue est tellement bien ficelée, on aborde énormément de sujets du coup qui sont liés à la technologie ou à la science, comme par exemple les intelligences artificielles dans le premier tome. Là on est plutôt sur les histoires de trous de verre, donc de mondes parallèles, et en fait je me dis comment l'auteur a pu inventer tout ça. C'est incroyable à quel point les gens peuvent être imaginatifs, parce que surtout la manière dont il aborde le sujet, parce que on commence d'une situation calme et ça monte crescendo, mais c'est que ça ne s'arrête jamais en fait, ça ne fait que monter. On se dit c'est pas possible, ça ne pourra pas être pire, et si, ça peut être pire, mais tout finit par s'expliquer et ça nous retourne complètement les méninges. Mais en tout cas, vraiment une série incroyable, avec des personnages tout aussi incroyables, puisque autant dans le tome 1 que dans le tome 2 on a à chaque fois
des héros badass à qui on a envie de ressembler, que ça soit Caddy, Ezra, Anna ou Nick. Ils ont tous des personnalités super extravagantes, tous les trois. On n'en croise pas tous les jours des comme ça, je vous assure, mais du coup ils font de l'aventure quelque chose de super dynamique, ils sont très courageux, ils n'ont peur de rien et en même temps leur humanité nous fait énormément nous attacher à eux et on n'a pas du tout envie qu'il leur arrive malheur. Donc l'aventure se poursuit dans le tome 3 puisque je n'ai pas lu le tome 3 et ça va être un petit peu l'apothéose puisque les 3 tomes se concentrent sur une seule et même histoire et qui va se terminer donc dans le tome 3 et j'avoue que ça me fait très peur puisque autant je me dis comment l'auteur va faire pour surpasser ces 2 tomes qui étaient excellents, je ne sais pas mais apparemment c'est faisable. Donc ça me fait très peur et aussi évidemment parce que je n'ai pas envie de quitter cet univers qui m'a tant plu. En plus, encore une fois, je vous montre la mise en page très particulière qui fait qu'on a une expérience de lecture absolument hors du commun, absolument originale et qui nous fait voyager dans une autre dimension. Donc cette série-là va rester dans ma bibliothèque pour un long moment, ça c'est certain, je compte la relire et j'ai d'ailleurs déjà relu le tome 1 et waouh, franchement, n'hésitez pas, vous allez vous plonger dans un voyage extraordinaire. Voilà, on en a fini pour tout ce qui était mes tops et mes flops de l'année 2020. N'hésitez pas à me dire si vous en avez en commun avec moi, si vous avez des avis divergents peut-être, puisque je sais que il y a des livres que je n'ai pas aimés, que vous avez beaucoup aimés et vice versa. Donc ça m'intéresserait de savoir ce que vous en avez pensé. Et maintenant, on va passer à mes résolutions de l'année 2021, autant au niveau de la lecture que de YouTube. Donc déjà, je tiens à préciser que je voulais faire des résolutions assez simple, pas complètement irréalisable, tout simplement puisque je ne voulais pas me prendre la tête avec des objectifs trop restreints par rapport à la lecture parce que ça doit tout d'abord rester un plaisir et si je commence à mettre des quotas de livres par semaine, par mois, etc., ça va devenir tout simplement une corvée et ce serait extrêmement dommage puisque les livres on aime se plonger dedans pour s'évader, pour se faire du bien, donc on n'est pas là pour faire des devoirs et lire des livres qu'on n'aime pas et lire des livres pour lire des livres, donc ça n'a aucun intérêt. Donc pour cela, première résolution, tout d'abord une résolution plutôt financière puisque vous n'êtes pas sans savoir que derrière moi c'est ma palle, c'est à dire que ce ne sont que des livres que je n'ai pas lus. Donc ma palle est absolument considérable, j'ai largement de quoi lire pour vous dire pour une année entière sans acheter un seul livre, j'en suis persuadée. Donc je me suis dit que cette année ça ne servait à rien d'acheter comme les autres années 2 à 3 fois plus de livres que je n'en lis en un mois puisque finalement ma palle va grandir encore et moi je ne serai pas en capacité de lire autant pour que la palle ne monte pas. Donc on a 2 inconvénients à ce genre de pratique, c'est déjà que j'achète, donc je dépense de l'argent pour des livres que je ne peux potentiellement pas lire parce que je n'ai pas le temps tout simplement pour lire une telle quantité de livres. Et ensuite on a aussi le problème de place qui commence à se poser, qui ne se posait pas pendant les premières années, mais maintenant que ça soit ici ou chez mes parents, les bibliothèques sont en train de déborder. Donc même si je fais régulièrement du tri, que les livres que je n'ai pas trop aimés ou que je ne pense pas relire, je les vends sur Vinted ou je les donne ou tout ça, et j'ai toujours mes bibliothèques qui débordent. Donc là ça prouve bien qu'il y a un petit problème. Donc du coup je me suis dit que cette année je devais acheter vraiment le moins de livres possible, maximum 5 livres par mois. Ça fait que du coup ça baisserait un petit peu ma palle au moins puisque je lis à peu près 6 à 8 livres on va dire par mois. Donc du coup ça ferait quand même baisser ma palle, voire carrément ne pas acheter de livres du tout puisqu'il y a des mois aussi où les nouveautés ne m'intéressent pas ou tout simplement je n'ai pas envie d'acheter des livres, j'ai envie de mettre mon argent ailleurs, que ce soit pour les jeux vidéo ou pour d'autres passions ou autres. Et je suis dans cette perspective depuis décembre puisque je n'ai acheté que très peu de livres et les seuls d'ailleurs que j'ai achetés moi-même ne sont même pas des livres on va dire achetés en librairie, ce sont des livres d'occasion que j'ai achetés sur Vinted ou alors on m'a offert des livres pour Noël par exemple. Mais de ma poche finalement je n'ai acheté aucun livre neuf, donc ça c'est super. Je compte continuer sur ma lancée et ça m'amène sur ma deuxième résolution qui est de finir mes sagas en cours ou alors lire des sagas d'une traite qu'il y a dans ma palle puisque effectivement
Je ne sais pas si vous verrez ici, mais j'ai pas mal de sagas ou de trilogies en entier dans ma palle qui ne sont pas lues du coup et que je pourrais enchaîner. Et finalement je me suis rendu compte que comme beaucoup de monde, je lisais beaucoup de tome 1 sans jamais lire la suite, du moins pas tout de suite, et ça c'est vraiment dommage puisque je passe à côté de pépites et je le sais. Du coup je me suis dit que cette année j'allais me focaliser sur des suites de séries, donc d'enchaîner les tomes les uns après les autres ou du moins de mettre un livre autre entre chaque tome, et donc évidemment ça va de pair avec les achats. Si vraiment je dois acheter des livres, je privilégierai les suites de sagas ou de trilogies que j'ai déjà, que j'aimerais continuer, plutôt que de nouveaux tomes 1 qui vont me faire commencer de nouvelles sagas que je ne finirai jamais. Donc vaut mieux se concentrer sur les valeurs sûres que j'ai ici, parce que croyez-moi, j'ai des séries qui en valent vraiment la peine, notamment je pense aux Chroniques Lunaires, à la Passe Miroir, également Shades of Magic ou encore Red Rising dont on me parle énormément en ce moment et qui me fait très envie. Je pense d'ailleurs les commencer assez rapidement. Donc voilà, vous voyez, j'ai largement de quoi faire et c'est pour ça que cette année je vais vraiment me focaliser sur ces séries là. Troisième résolution, j'aimerais beaucoup découvrir de nouveaux genres littéraires, du moins pas forcément des genres très divers, on va dire très particuliers dont on ne connaît pas très bien les noms, mais des genres assez connus que je n'ai pas l'habitude de lire, donc par exemple les thrillers, les policiers, tout ce qui est steampunk aussi, on en a pas mal en jeunesse et en young adulte, et ça c'est un univers que je connais très peu, donc il y a ça. On a aussi tout ce qui est littérature de voyage, tout ce qui est développement personnel que je ne lis que très peu finalement, aussi les témoignages, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a vraiment plein de genres où j'ai lu un ou deux livres, où j'ai tâté le terrain, soit ça ne m'avait pas trop plu, soit j'avais pas trouvé le titre qui m'a fait accrocher au genre, ou alors carrément que je n'ai pas lu du tout, et là ce sera une totale découverte, notamment pour le steampunk par exemple. Donc j'aimerais cette année donner une chance à ces genres qui peut-être seront mes prochains genres préférés, on ne sait pas. Donc il faut essayer, il y en a pour tous les goûts. Et ah oui, aussi les classiques. Je me suis procuré il y a pas longtemps quelques romans RBA, vous savez ceux qui passent à la télé avec les belles couvertures en dorure. Et ceux-ci ce sont des classiques et voilà, je m'en suis procuré 3. Donc ça aussi c'est l'objectif de l'année, lire au moins un classique pour pouvoir un petit peu me défaire de la mauvaise image que j'en ai du collège et du lycée qui m'avait complètement dégoûtée. Donc voilà, c'est vraiment un challenge pour le coup. Donc cette année, l'objectif c'est vraiment d'ouvrir mes horizons de lectrice à de nouveaux genres littéraires. Et enfin, ma dernière résolution de l'année 2021, ce serait de vous proposer un meilleur contenu et d'être plus active sur YouTube, puisque ça fait maintenant un peu plus de 6 mois que je suis sur cette chaîne et je m'amuse toujours autant, mais voilà, maintenant j'ai envie de me challenger un peu, maintenant que je me sens un petit peu plus à l'aise. J'aimerais que ma chaîne me ressemble un petit peu plus et vous proposer du contenu d'un peu meilleure qualité, et pour cela j'aimerais beaucoup déjà continuer tout ce qui est autour de la lecture, vous faire plus de vidéos, plus d'avis, peut-être des vidéos un peu plus axées vlog ou faire des vidéos blabla, pourquoi pas. J'aimerais que le contenu soit assez varié et d'ailleurs pour cela je vous en avais parlé dans mon dernier vlog, mais j'aimerais aussi incorporer d'autres de mes passions à cette chaîne, notamment les jeux vidéo. Je mets un petit peu de cuisine dans les vlogs, vous voyez, ça peut être même des petites vidéos, pas besoin que ça soit des choses extrêmement travaillées et extrêmement longues, mais voilà, pour vous partager un petit peu plus mes passions qui ne tournent pas qu'autour de la lecture. C'est un nouvel objectif pour moi puisque ça va nécessiter une organisation différente, notamment pour filmer, hein, parce que me filmer en train de parler devant une bibliothèque, c'est évidemment pas pareil que de capturer des vidéos sur votre télé quand vous jouez aux jeux vidéo, ce n'est pas pareil que quand on filme dans sa cuisine. Donc il va falloir que j'apprenne tout ça et de toute façon YouTube c'est vraiment ça pour moi, ça a été une expérience qui m'a appris énormément de choses, autant au niveau technique que mental on va dire, puisque voilà, au niveau technique ça m'a appris le montage, le tournage, même si évidemment je n'y connais toujours pas énormément de choses, mais je suis vraiment partie de zéro à ne pas savoir utiliser une caméra ni un logiciel de montage.
et au niveau mental aussi, puisque ça m'a permis de me sentir plus à l'aise devant une caméra, ce qui était absolument inconcevable il y a encore quelques mois. Et puis aussi à l'oral, je me sens quand même beaucoup plus à l'aise et ça m'aide aussi pour le côté professionnel. Donc franchement, c'est tout bénef. Cette aventure YouTube m'apporte énormément et je trouve que c'est un enrichissement absolument génial que tout le monde devrait essayer dans sa vie. Franchement, je ne pensais pas quand j'ai commencé que ça m'apporterait autant de choses positives. Et j'en profite du coup pour vous remercier et pour clôturer un petit peu cette année 2020 à toutes les personnes qui sont venues jeter un œil sur cette chaîne, qu'ils me connaissent ou non en dehors de la caméra. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir du soutien et de savoir qu'il y a des gens qui sont là depuis le tout premier jour alors qu'ils n'aiment même pas forcément la lecture, et pour ça voilà, je voulais vous dire un immense merci. C'est grâce à vous que toutes ces choses positives arrivent et c'est grâce à vous que j'ai envie de continuer et de m'améliorer encore chaque jour, donc voilà, un énorme merci. Sur ce, je vais clôturer cette vidéo qui clôture également l'année 2020. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des résolutions vous aussi, que ce soit livresque ou non, ça m'intéresse de le savoir. N'hésitez également pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir de nouveaux abonnés pour cette année 2021. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye et bonne année!